Bonsoir Annie. Alors, je dois m'excuser auprès d'Annie parce qu'effectivement, il est un peu tard et on a le sentiment que c'est difficile. Après une longue journée d'intervention, hein, on en est à la huitième hein, de la journée, donc c'est un peu conséquent, ou neuvième, et en plus avec des déboires techniques au début qui nous ont un petit peu retardés. Toujours est-il que, comme je l'ai dit, ton intervention, le texte y compris, pourra être communiqué beaucoup plus largement que l'auditoire de ce soir. Et deuxièmement, il y a un minimum d'une centaine de personnes, je dis bien un minimum d'une centaine de personnes, qui normalement visionnent, je dirais, a posteriori, les conférences que l'on fait. Donc, je te passe tout de suite la parole. Tu vas intervenir sur si la République est en discussion. Non, et discussion. Et discussion, pardon, oui, oui, exact. Et discussion, en plus, on a eu un échange là-dessus. Quels sont les éléments et conditions de cette discussion ou comment penser un pluriversalisme porteur d'avancées démocratiques? Alors, c'est une question, effectivement, qui traverse, comme l'intersectionnalité, qui traverse en ce moment, je dirais, la réflexion entre forces de gauche et progressistes. Donc, vas-y, Annie. Oui, bonsoir. Je remercie Espace Marx. J'ai trouvé ces rencontres très intéressantes. Voilà, à la demande de Marie, qui m'a relancée, réfléchi à la question de l'universalisme ou pas, et lequel. Et elle m'a vraiment sollicité sur la question qu'on appelle celle du pluriversalisme. Et effectivement, j'avais envie de travailler sur cette question depuis longtemps. Ça me travaillait quand même pas mal, en particulier au niveau du féminisme, parce que c'est peut-être cloisonné, mais mon premier combat, ça a été le féminisme et les luttes contre les violences conjugales faites aux femmes, tout ça, qui sont actuellement très battues en brèche par des critiques intersectionnelles essentiellement. Donc j'avais envie de travailler là-dessus, donc ça m'a permis de le faire. Et c'est vrai que je suis très... Ça reste des hypothèses parce que je ne suis pas une spécialiste de ces questions et j'avais très envie d'avoir une discussion avec les personnes. On a eu Bernard Matisse, Jean-Marie. Jean-Marie Matisson, on a eu le monsieur là sur le colonialisme. Ça aurait été intéressant ça s'inscrit dans la continuité de ces débats et j'aurais bien aimé en parler in vivo, en vrai. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Alors, j'espère quand même ne pas être trop longue parce que, bien, nos luttes les plus importantes se réclament de l'universalisme, c'est-à-dire que, au moins en droit, elles s'adressent à tous les êtres humains. Je ne pense pas qu'on peut dire universel, on dit universalisable en réalité, c'est-à-dire ça s'adresse à tout le monde potentiellement en droit. Alors, l'universalisme est philosophique depuis l'Antiquité grecque, un être humain, voilà, jusqu'aux Lumières, égalité absolue en droit et en valeur de tous les êtres humains. Il n'y a que Aristote qui a dit que l'esclave est esclave par nature et personne ne comprend. Dans la tradition philosophique, c'est une aberration, ça ne se comprend pas. Bon, ensuite, les principes merci beaucoup, de la Révolution française et des républiques successives sont celles d'un universalisme par abstraction des particularités. Et le principe de laïcité fonctionne comme ça. Je dirais en juste titre, moi j'ai fait des conférences avec des étudiants qui sont maintenant, par culture, contre l'universalisme par abstraction, le citoyen abstrait, tout ça. Et moi, je le défends en expliquant que c'est une garantie d'égalité, de ne pas tenir compte de toutes ces différences qui sont rejetées dans la particularité, euh, exclues du champ des droits, au moins du citoyen, de la citoyenne, au moins. Je rappelle aussi l'universalisme de la lutte communiste, les prolétaires, Marx disant prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Bon, voilà, c'est aussi un appel en droit au niveau des prolétaires. Et l'universalisme des luttes féministes qui s'adresse à toutes les femmes, toujours en droit. Bon, il y a quand même des critiques depuis, je sais pas, depuis la lutte contre le colonialisme, en gros, hein, des critiques qui sont troublantes. D'abord, les exclusions
Dès ses débuts, la République française, la première République, en 1791, qui était pourtant celle qui a admis le divorce, etc., a exclu les femmes. Elle leur a interdit de porter des pantalons, les a exclus des armées et des débats à l'Assemblée, partout, a fermé les clubs de femmes. Elle exclut les pauvres par le suffrage censitaire, ce qui reste incompréhensible par rapport à sa propre théorie. Napoléon, le premier, a rétabli l'esclavage, bon, mais ce n'était pas vraiment un républicain. Et puis, beaucoup d'affirmations selon lesquelles la République française semble peu laïque. En fait, par exemple, à l'école, on fête l'Ascension, que personne connaît, personne ne sait ce que c'est, mais on exclut les élèves qui sont absents le jour de l'Aïd. C'est un manque, un minimum, un manque de respect, il me semble. Le communisme des années 1950 a du mal à concevoir le féminisme. J'en sais quelque chose, moi qui ai eu des parents communistes et qui ai ramassé à fond, y compris dans les années 70. Il a du mal aussi à concevoir la question de la colonisation, la nécessité de la décolonisation. J'y reviendrai avec Césaire. Le féminisme ne porterait, en partie certainement, les revendications que des femmes blanches instruites et souvent aisées. Exemple, la revendication de parité en politique peut être critiquée d'un point de vue des femmes de couche populaire, que ça n'intéresse pas. Plus sérieux, la question des droits reproductifs. Les femmes de notre société se battent pour le droit à l'avortement. Les femmes d'autres sociétés se battent pour le droit de ne pas être stérilisées. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Donc, je citerai ici Rancière. Le seul universel politique est l'égalité. Mais l'égalité fait effet d'universalité pour autant qu'elle est mise en acte. Alors, théorisation à partir de ces exemples. Il y en a trois, oui, trois. Un, l'hypothèse, une origine particulière de cet universalisme est érigée en modèle universel, et ceci pour dominer les peuples colonisés. Donc, en réalité, on suppose une particularité de la version eurocentrique des droits humains, comme les droits à l'avortement, des choses comme ça. De même, faux universalisme du il, sujet masculin universel ou masculin-masculin. On ne sait pas. Françoise Collin dit le masculin a été traditionnellement assimilé à l'humain en général. C'est la règle de la langue française. C'est pas que le masculin est supérieur au féminin, c'est qu'il est le général. Quand c'est général, alors on emploie le masculin, faisant du féminin sa particularité. On dit le deuxième sexe, le beau sexe, etc. Tout ça, ça réduit à la particularité. Deuxième critique, la critique de l'abstraction comme étant fausse. Grossfogel, je vous dirai qui c'est tout à l'heure, un sujet sans visage et sans lieu, dégagé, vidé de toute corporéité, de tout contenu, de toute localisation dans la cartographie du pouvoir global. Alors, c'est pourtant ce qui est revendiqué par l'universalisme. Donc, il faut comprendre pourquoi c'est critiqué. Hein, c'est pas évident. Alors, toujours ce courant dit il faut au contraire prendre en compte les réalités concrètes, car elles sont des différences constitutives non seulement du privé, on les rejette parce qu'on dit bah, ça c'est du privé, ça ne nous concerne pas, mais aussi du public. Je prends un petit exemple. J'avais des amis démocrates aux États-Unis quand Clinton a dit ah ben les homosexuels peuvent bien être dans l'armée. C'était des juifs assez pratiquants, démocrates, mais assez pratiquants. Alors, ils étaient très désireux d'avoir notre opinion. Alors, on leur dit, bah, nous, on considère que ça n'a aucune... ça ne compte pas dans l'armée, homosexuelle ou pas, quel est le problème. Et là, ils se sont tapés la tête. Ils ont dit, mais oui, bien sûr, c'est évident. Ils n'en revenaient pas, ils étaient très soulagés d'entendre ça. Mais ils ne l'avaient jamais entendu. Ils n'avaient jamais entendu ça. Donc voilà, moi je dis quand même, attention, le privé est-il public? Je ne sais pas. Je me dis bien que ce sont des hypothèses. Hein. Là, je vous donne des théories, je ne sais pas tout là-dessus. Hein. Alors, troisièmement,
nécessité quand même au moins de reconnaître les différences. Alors, un texte important, c'est la lettre de Césaire à Maurice Thorez, président du Parti communiste, secrétaire général du Parti communiste. En fait, c'est une lettre de démission, hein. Mais c'est vraiment un des points de départ de cette pensée anticoloniale et qui discute de l'universalisme. Césaire, je le cite un petit peu longuement. Un fait à mes yeux capital est celui-ci, que nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l'évolution historique, avons dans notre conscience pris possession de tout le champ de notre singularité et que nous sommes prêts à assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise de conscience. Singularité de notre situation dans le monde, je coupe un peu, hein. Singularité de nos problèmes, singularité de notre histoire, coupée de terribles avatars qui n'appartiennent qu'à elle, singularité de notre culture que nous voulons vivre de manière de plus en plus réelle. Donc, refus de noyer les problèmes de la décolonisation dans ceux du prolétariat universel ou français. Donc, par exemple, il dit, nous, la lutte des ouvriers des usines Renault, ça ne nous concerne pas franchement. Il est constant que notre lutte, la lutte des peuples coloniaux contre le colonialisme, la lutte des peuples de couleur contre le racisme est beaucoup plus complexe, que dis-je, d'une toute autre nature que la lutte de l'ouvrier français contre le capitalisme français, et ne saurait en aucune manière être considéré comme une partie, un fragment de cette lutte. Donc il démissionne. Alors, il existe des approfondissements théoriques de ces critiques qui demeurent pour l'instant plutôt politiques, qui viennent d'une tradition qu'on ne connaît pas très bien en France et que j'ai, moi, clarifiée à l'aide d'articles rédigés par Fatima Hurtado Lopez, qui a très, très bien clarifié tout ça sur le décolonialisme, etc. C'est excellent, excellent. Et donc, elle connaît, elle a lu ces auteurs essentiellement d'Amérique latine. Enrique Dussel, fondateur de la philosophie de la libération dans les années 60, qui parle de rupture avec le système structurel de dépendance économique de l'Amérique latine, mais aussi de décolonisation intellectuelle, rupture avec les traditions de pensée occidentales. L'eurocentrisme, on retrouve ce terme tout le temps, hein, et là il analyse ce qui s'est passé à la conquête espagnole, imposition violente à d'autres particularismes du particularisme européen, à prétention universaliste. Tromperie développementiste, le développement suivi par l'Europe devrait être suivi par les autres pays et peuples qui sont encore arriérés. Ce schéma-là est récusé. On peut avoir un autre mode de développement. Et puis, finalement, il y a une rationalisation propre à la modernité, donc il y a une critique de la modernité, qui est une négation de culture de Dieu, imposition d'un Dieu étranger, mythe civilisateur, et la colonie hein, qui civilise, mythe de sa bonté, qui déclare la modernité innocente de l'assassinat de l'autre. Donc cet assassinat est un fait divers, un fait adjacent. Enfin, il y a quand même eu des génocides, mais bon, ça n'a pas à voir avec la mission civilisatrice de l'Occident. Tout ça a été prolongé dans les années 90 par un groupe de recherche en Amérique latine assez transdisciplinaire qui s'appelle Modernité-Colonialité. Et pour l'Afrique, Achille Mbembe, 2000, de la post-colonie, essai sur l'imaginaire politique dans l'Afrique contemporaine. Relecture critique, vraiment là, de la tradition de la modernité, qui serait un phénomène exclusivement européen qui ne débouche pas sur la colonialité, mais qui est constitué, selon leur analyse, par la colonialité. Il y aurait donc même une colonialité globale du pouvoir, du savoir et de l'être, des épistémés, des représentations du monde et de soi, des sciences, des philosophies diverses qui sont propres à un groupe social à une époque. Donc, il ne suffit pas de décoloniser, de sortir du colonialisme juridico-politique et économique, il faut sortir de la colonialité qui existe encore
donc mener des luttes décoloniales. Application de ces pensées à d'autres domaines de lutte. Alors, la lutte politique de la classe ouvrière à des luttes décoloniales, j'en parle pas, j'ai pas approfondi, ça pose beaucoup de questions. Je parle surtout ici du féminisme. Je suis la génération qui s'est éveillée à ce qu'on a appelé la deuxième vague féministe, qui était universaliste. À cette époque, dans les années 70, ça voulait dire qu'on n'était pas d'accord avec des féminismes différentialistes. C'est un universalisme qui est philosophique et anthropologique. Simone de Beauvoir dit, en 1972, tout compte fait, « Je ne crois pas qu'il y ait des qualités, des valeurs, des modes de vie spécifiquement féminins. Ce serait admettre l'existence d'une nature féminine, c'est-à-dire adhérer à un mythe inventé par les hommes pour enfermer les femmes dans leurs conditions d'opprimés. » Donc ici, l'universalisme, il ne s'agit pas pour les femmes de s'affirmer comme femmes, mais de devenir des êtres humains à part entière. Ce qu'elle a fait tout au long de son livre Le deuxième sexe. Être des êtres humains, on ne sait pas dans quelques années ce que seront les hommes et les femmes, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'être des êtres humains. Bon, maintenant, à partir de, en réalité, un peu plus tôt, mais en France, oui, en partie, 1970, aux États-Unis, Toni Cade, The Black Woman, où elle s'aperçoit que les femmes immigrés latinos et les femmes noires ont des problèmes spécifiques et on dénonce spécifiquement le machisme de leurs hommes et elles se sentent très en porte-à-faux, elles sont très mal, elles sentent du racisme là-dedans aussi, donc elles ne sont pas bien. Tout ça a été publié en France par Elsa Dorlin en 2008 dans un recueil qui s'appelle Black Feminism. Maintenant, il y a des féminismes décoloniaux, post-féministe, là, j'y reviens pas trop, c'est un peu libéral et pas très intéressant. Queer, après Judith Butler, les identités mouvantes, des écoféminismes et la mise en avant du thème de l'intersectionnalité. Définition de l'intersectionnalité, je vous la passe, vous la connaissez, hein, les multiples oppressions qui ne s'additionnent pas, qui se croisent. Hein, et ça permet de comprendre comment fonctionnent les systèmes de pouvoir, impliqués dans la production et la pérennité des inégalités, et au niveau micro-social, la façon dont les individus, avec ces croisements, ont des parcours singuliers. Au niveau politique, organisation différente, au pluriel, de mouvements politiques et sociaux. Exemple, en Amérique latine, lutte de communauté et pas pour des droits individuels. Il y a un texte qui vient de sortir en 2020 qui s'appelle Féminisme dans le monde, 23 récits d'une révolution planétaire. Il y a des féministes d'Amérique latine qui disent le féminisme décolonial interroge l'idéal de la femme libérée, des luttes féministes, parce qu'il est ancré dans la modernité, c'est-à-dire dans une fiction bourgeoise héritée des Lumières, qui ne reconnaît comme sujet que des individus. Dans la société moderne, les femmes accèdent à l'autonomie individuellement lorsqu'on leur reconnaît des droits indépendamment de leur statut de fille, d'épouse, de mère. C'est vrai. Mais lorsqu'il reste des structures sociales dotées d'une identité collective, comme les communautés, alors pour parvenir à être une femme libérée, il faut des liens avec sa communauté. En outre, et c'est peut-être le premier, cette modernité a produit le colonialisme. Donc, souvent quand même, on arrive à secondariser la lutte féministe. Dans le même article, une autre dit, depuis le début de la colonisation, les femmes luttent et participent au processus de libération et de décolonisation. C'est connu, on le sait. Hein. Or, ces mobilisations ne sont pas nécessairement féministes. Et celles qui y participent le font en tant que membres de leur communauté et pas en tant qu'individus, certainement. Le consentement individuel est fondamental, mais pas plus que le droit du peuple à décider. Quand on se demande si les femmes qui ont participé à des... Enfin, moi, traditionnellement, quand je me demande si des femmes qui ont participé à des luttes sont ensuite reconnues dans leurs droits de femme, eh bien, les féministes actuelles en Amérique latine disent non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le droit des peuples à décider. Donc, là, on glisse. Hein. Donc, les féministes décoloniales parlent maintenant de féminisme hégémonique, au sens de Gramsci, qui devient hégémonique sur l'ensemble du mouvement féministe. Alors, en France,
exacerbation des divergences critiques, débats virulents, reproches, accusations, à partir du fameux débat sur le voile. Par exemple, Annan Karimi écrit le féminisme, dans son acception universaliste, a participé à la stigmatisation des musulmanes. Ah bah oui, il pense ça, hein, il pense vraiment ça, elle pense vraiment ça. De l'autre côté, affirmation très soutenue d'un féminisme universaliste. Salut Marie. Au sens cette fois-ci des Lumières et de la République française traditionnelle. Exemple, en 2019, appel pour un 8 mars universaliste. Il y avait le Monique Dampal dans cet appel. Hein. Euh, la mobilisation est morcelée, le relativisme culturel est passé par là, nous divisant en autant de groupes antagonistes fabriquant des clivages imaginaires. C'est inacceptable. Nous souhaitons remettre en lumière les valeurs fondatrices du féminisme et son inscription dans l'universalité des droits. Nous l'affirmons, seule la vision universelle du féminisme est à même de créer des solidarités entre les femmes qui, partout dans le monde et à des degrés divers, subissent discrimination et violences patriarcales et se battent pour leur libération. Les solidarités épaulent les résistantes partout dans le monde. Bien, donc nous sommes solidaires des femmes en lutte pour le droit à la contraception à l'IVG, pour la liberté de sexualité et d'orientation sexuelle, contre la marchandisation du corps des femmes et les mutilations sexuelles partout dans le monde, contre les féminicides en Amérique latine et en Asie, contre le port du voile obligatoire en Iran et en Arabie saoudite, etc. Et donc, il y a un groupe qui s'est dissous, mais qui s'appelait les Vigilantes, qui a vraiment critiqué l'intersectionnalité. L'intersectionnalité permet d'analyser des situations de discrimination multiples, mais nous considérons que les discriminations et violences faites aux femmes ne peuvent être analysées sous ce seul prisme, au risque de faire passer au second plan les luttes féministes. C'est la raison pour laquelle nous pointons régulièrement les manipulations de certains groupes qui concentrent leur discours et engagement envers des questions anticolonialistes, raciales ou transphobes, notamment en priorisant d'autres agendas sur la lutte contre le sexisme et le patriarcat. Face aux impostures décoloniales, indigénistes, racialistes, postmodernes, nous réaffirmons que la laïcité et l'universalisme sont des fondamentaux du féminisme. Alors, elle donne un peu du bâton pour se faire battre. Elle dit, c'est la modernité politique, l'héritage des Lumières. Donc, on est vraiment dans des positions totalement hétérogènes, avec des revendications et l'appui de revendications sur des références complètement différentes. Maintenant, elle dénonce aussi l'arrivée d'un danger raciste. Les vigilantes, hein, qui sont universalistes, dénoncent l'arrivée d'un danger raciste dissimulé sous l'universalisme. Ça a commencé un peu aux États-Unis, chez nous maintenant, par ce qu'on appelle l'homonationalisme, c'est-à-dire des groupes d'extrême droite qui disent ah ben chez nous on défend les droits des homosexuels, mais regardez les autres, c'est pas le cas. Et maintenant le fémonationalisme. Donc les vigilantes disent, nous l'affirmons, les luttes féministes ne sont pas exclusivement des luttes contre l'islam politique, ni l'oppression religieuse des femmes, et ne doivent pas être instrumentalisées. Et j'en veux pour preuve un discours de Claude Guéant en 2012, un colloque de l'UNI. Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Celles qui défendent l'humanité nous paraissent plus avancées que celles qui la nient. Celles qui défendent la liberté, l'égalité et la fraternité, ça leur va bien, hein, nous paraissent supérieures à celles qui acceptent la tyrannie, la minorité des femmes, la haine sociale ou ethnique. Donc là, on a une récupération de l'universalisme qui est catastrophique. Et il faut faire très, très attention parce que vraiment, les choses sont compliquées. Donc ces divergences atteignent un niveau d'intolérance, de virulence et en réalité d'incompréhension mutuelle qui sont insupportables. Et donc, comment avancer, comment faire avancer les objectifs des luttes. Alors, avant de proposer, je vais encore revenir quand même sur deux risques généraux qui sont liés aux revendications décoloniales et aux critiques de l'universalisme. Parce que la défense et la promotion des particularités peut amener, un, à la construction d'identités figées. Césaire lui-même parle de négritude.
Il dit, ce mot désigne en premier lieu le rejet de l'assimilation culturelle, le rejet d'une certaine image du noir paisible, incapable de construire une civilisation, et il dit, le culturel prime sur le politique. Pour Senghor, la négritude est l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire. Ou encore, la négritude est un fait, une culture, c'est l'ensemble des valeurs économiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques et sociales des peuples d'Afrique et des minorités noires d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Donc, il y a des valeurs culturelles propres, mais qui semblent prioritairement et peut-être exclusivement accessibles aux Noirs. Donc, d'accord, il y a un rejet, mais ce rejet est quand même ce qui apparaît de plus en plus comme des identités figées. Exemple, non-mixité, et dans certains groupes féministes maintenant, mais même dans des amphis de lutte féministe, refus de la parole des hommes blancs cisgenres. Un homme blanc cisgenre qui se met en position de secrétaire et qui note se fait agresser. Dès l'origine, Césaire, dans l'Étudiant noir, dans les années 30, opposait la négritude à la francité. Je donne quelques exemples. Je participe à un groupe de lecture féministe. Il y a un garçon qui écrit: je peux être là pour ouvrir et animer si besoin avec plaisir, mais je me dis qu'une co-animatrice serait la bienvenue. Je trouve ça plus juste que ce soit pas qu'un mec cisgenre qui anime notre cercle. Alors moi j'ai répondu, je dis bah pourquoi ça t'empêche? Qu'est-ce que c'est? Il dit ah ben oui, mais j'ai pas l'expérience, voilà. Des élèves d'une école primaire, on n'est pas français, on est musulman. Il y a des identités comme ça qui ne sont même pas. Bon, évidemment, ils peuvent être français et musulmans, mais ça, ils ne le comprennent pas. On n'est pas français, on est musulman. Hein. Or, l'identité, comme le disent les penseurs de la négritude, est culturelle. Ce qui veut dire qu'elle peut évoluer, se mélanger. Voir Amin Malouf dans un vieux texte hein, qui disait les identités meurtrières, c'est un bouquin. Habermas, les espèces biologiques doivent être défendues et préservées telles quelles. Ce sont des codes génétiques précieux. Mais les cultures, ce n'est pas des codes génétiques. Donc, elles ne sont pas défendues du tout de la même façon et pas pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, on peut, et même on doit, on a le droit en tout cas, de les critiquer, de les faire évoluer, de les abandonner. C'est une question de droit des individus. Les individus ont le droit d'abandonner leur culture. Je me rappelle mes parents disant: ah ben vous êtes devenus des bourgeois parce qu'on ne voulait pas boire l'apéro. Mais je veux dire, oui, on n'est pas. Bon, c'est une insulte, tout ça. On a évolué, on ne veut pas boire l'apéro. Bon, on avait des questions de santé. Voilà, question de droit des individus, question politique aussi, bien sûr. Deuxième danger, il y en a trois. Question de risque de dilution des luttes dans des essentialismes en concurrence entre eux, principalement sur le mode victimaire. Alors, en 1993, un Américain Huntington écrit le choc des civilisations. Les civilisations ne peuvent pas communiquer, elles ne peuvent que s'affronter. Et là, on arrive à des concurrences victimaires. Là encore, la Shoah, mal nommée selon Henri Meshonic, parce que c'est un processus naturel, la Shoah, en hébreu, bon, versus la mémoire de l'esclavage. Euh, j'ai entendu, moi, des Noirs récemment, hein, à propos d'un film de Ousmane Sambène, dire: oh, mais les Juifs, ça n'a pas duré bien longtemps, c'est pas si grave. Alors que l'esclavage, ça a duré des siècles et ça a fait des millions de morts. Alors on pèse, on mesure. Ah, bon, ok. Mémoire de l'esclavage, demande de reconnaissance, de réparation. Et actuellement, eh bien, on a les pogroms du 7 octobre contre les martyrs. Les Palestiniens appellent un bébé mort un martyr et d'autres les nomment des victimes collatérales. Barbier dit: oh ben, un enfant tué sous un bombardement, c'est quand même pas la même chose qu'un enfant massacré par un terroriste. Ok. Mes morts sont plus morts que les tiens. Rapport Caspi, 11 novembre 2008, sous Sarkozy. Il n'est pas sain qu'en l'espace d'un demi-siècle, le nombre de commémorations est doublé. Il n'est pas admissible que la nation cède aux intérêts communautaristes et que l'on multiplie
les journées de repentance, pour satisfaire un groupe de victimes. Donc, au bout du bout, risque de relativisme culturel et donc politique, qui est la doctrine selon laquelle les valeurs morales, esthétiques, etc., dépendent de facteurs historiques sociaux et n'ont rien d'absolu. C'est Pascal qui disait « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Il ne disait pas ça comme ça, mais bon. Donc, au fond, on n'aurait que des nous juxtaposés, fragmentés, dans une multiplicité déconnectée et non communicante. Chacun chez soi, comme dit Marine Le Pen, ça va bien. Pas de principe universel au nom desquels juger de la morale, du droit et de la politique. Et la réponse de Fukuyama à Huntington, c'est la fin de l'histoire, c'est très libéral, mais quand même, il dit, si rien ne peut être absolument vrai, si toutes les valeurs sont culturellement déterminées, alors les principes favoris, comme celui de l'égalité des hommes, doivent être eux aussi passés à la trappe. Il y a quand même certains libéraux relativistes qui admettent un seul principe universel, mais qui est négatif, qui est de ne pas faire tort à autrui. C'est tout. Les Augiens, tout ça, les gens comme ça. Mais il n'y a pas de critères intellectuels, comme par exemple la raison intellectuelle et morale. Et Popper dit le relativisme est un des nombreux crimes perpétrés par les intellectuels. Il est une trahison à l'endroit de la raison et de l'humanité. Donc relativisme jusqu'au postmodernisme, alors là c'est clair, qui absolutise les différences, irréductiblement hétérogènes, empêche la possibilité de tout dialogue. Fondamentalisme, critique anti-européenne essentialisante, et les groupes modernité, décolonialité, tout ça, critiquent ce qu'ils appellent le postmodernisme, qui est un fondamentalisme autre, mais du même niveau, du même fonctionnement que l'eurocentrisme. Sacralisation des subalternes et simple inversion de l'eurocentrisme. Donc bon, voilà un débat un peu compliqué. Donc, comment dépasser l'aporie de l'universalisme, ou plutôt le dilemme entre universalisme et différentialisme des revendications décoloniales. Césaire, déjà encore, ouvre une voie. Provincialisme, non pas. Je ne m'enterre pas dans un particularisme étroit, mais je ne veux pas non plus me perdre dans un universalisme décharné. Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel, entre guillemets. Alors, bon, ça c'est dû en même temps, ça passe pas bien. Mais Césaire propose quand même une autre conception et une autre pratique de l'universel. Conception très proche de ce que les penseurs actuels nomment le pluriversel. Ma conception de l'universel, je dis bien ça, est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. Bon, c'est très joli, mais comment concevoir un tel universel et pluriversel? Premièrement, réaffirmer que la République est discussion. La notion de discussion a été inventée comme... En fait, c'est la philosophie. Elle a été inventée par Socrate. Socrate dit, moi, je ne discute pas pour gagner. Il dit ça contre les sophistes. Je ne suis pas un tribunal, je n'ai pas besoin de gagner. Nous sommes solidaires dans la recherche de la vérité. Et moi, je vais être avocat et témoin de ce que tu dis. C'est-à-dire, je vais comprendre ce que tu dis. Et toi, tu vas essayer de comprendre ce que je dis. Et c'est comme ça qu'on va avancer en trouvant ce qui est, vous pensez qu'il existait, la vérité. Et il donne aussi la rationalité comme méthode. La rationalité, c'est d'abord quand même la cohérence, la non-contradiction. Et puis, plus occidentale, c'est la recherche d'une certaine causalité cohérente. Mais bon, c'est quand même la méthode de la discussion. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre aux élèves à s'informer. Regardez si c'est cohérent ce qu'on vous dit. Quand on vous dit, je vais augmenter la valeur, revaloriser le travail, si vous voulez gagner plus, travailler plus, ben, ça veut dire qu'on dévalorise le travail. C'est incohérent. Il faut quand même un minimum de logique. Et puis la recherche des causes, la compréhension des causes. Plus on avance, Aristote, politique, le citoyen, c'est celui qui débat du juste et de l'injuste. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas un animal politique comme les autres. Les autres animaux sont grégaires. Ils ont des chefs. Mais l'homme, non.
Il n'est pas fait pour avoir un chef, c'est pas sa nature. Je voulais répondre ça à Jacques Bidet, mais j'ai pas eu le temps. Alors, il analyse le logos, le fait que l'homme a le logos, le discours. Le discours sert à exprimer l'utile et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Car c'est le caractère propre à l'homme par rapport aux autres animaux d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales. Les animaux, eux, peuvent sentir la peine et la douleur, mais pas les notions morales. Et c'est la communauté de ces notions, de ces sentiments, qui engendre famille et cité. Autrement dit, la famille et la cité, c'est la discussion de l'utile et du nuisible et du juste et de l'injuste. La discussion des citoyens et des membres de la famille. Voilà. Alors, je vous passe à Bermas, c'est un peu trop long et un peu trop technique, mais quand même éthique de la discussion. Conscience morale, activité communicationnelle, le débat public constitue la démocratie délibérative, principe de légitimité relayé par l'espace public. Il étend cela aux relations internationales. Voilà. Et donc, on est bien sûr ici dans des conceptions qui sont à la base de la philosophie occidentale, qui effectivement est universaliste en un sens classique. Hein. Euh, Et il ne suffit quand même pas d'articuler le privé qui est régi par la recherche du bien, du bien-être, de la peine, tout ça, et le public régi par la recherche du juste. Ça, c'est ce que disait un peu Habermas. Il faut avancer sur le plan pleinement politique. Donc, il faut approfondir encore l'idée de république comme débat, discussion publique. Et pour cela, il y a deux choses, à mon avis, à faire. Premièrement, ça c'est classique, pour un universalisme autre, concret et pluriversel. Alors je reprends Dussel en particulier, qui est vraiment, je pense, un des plus clairs, puis après Hannibal Quijano, tout ça. Hein. Dussel. L'universalisme européen est en réalité un universalisme non universel, abstrait et régional, qui a pensé l'ensemble de l'humanité à partir de sa propre expérience et de sa propre épistémée érigée en modèle à imiter. Mais on va construire un pluriversalisme qu'il appelle transmoderne comme débat, décentrement, pluralité. On avait analysé la modernité comme mythe eurocentrique, mensonger. Il critique la postmodernité, qui est la juxtaposition, et il propose ce qu'il appelle la transmodernité. Après la fin de la modernité, il est nécessaire d'imaginer une utopie historique de vie, une transmodernité planétaire. Et pour cela, l'éthique, la philosophie de la libération, dont il est vraiment un des premiers inventeurs, hein, doit compter avec la raison redéfinie, élargie. Donc, ce n'est pas seulement la causalité occidentale, hein, avec des critères éthiques suprarégionaux planétaires. Il est donc nécessaire de savoir discerner le positif de la critique des postmodernes, le positif de la modernité et l'affirmation du précieux de l'extériorité du monde de la vie du Sud pour imaginer un projet de libération alternatif, éthique et nécessaire pour la majorité de l'humanité, ainsi que les médiations institutionnelles pour sa réalisation effective. La postmodernité est intéressante par son apport critique, mais elle refuse la modernité car elle critique toute raison pour tomber dans un irrationalisme nihiliste. Donc, Dussel, qui est vraiment un philosophe, propose des idéaux régulateurs qui soient élargis. Donc, la transmodernité, selon Dussel, pas de renoncement aux conditions et aux principes éthiques universels, et donc à l'universalité d'une raison éthique qui, tout en critiquant les erreurs de la raison moderne occidentale, vise une universalité autre, qui sera nommée plus tard avec le groupe modernité-colonialité, le pluriversalisme transmoderne. L'affirmation et l'émancipation de la différence construit une universalité novatrice et future. La question n'est pas différence ou universalité, mais universalité dans la différence, différence dans l'universalité. Dussel. Communauté des principes éthiques et des notions. Par exemple, Amartya Sen a écrit un petit bouquin très sympa qui s'appelle La démocratie des autres. Il commence par citer des tas d'exemples
de démocratie. Par exemple, Mandela a beaucoup parlé de la démocratie des groupes de son pays, des groupes primitifs de son pays, justement pas primitifs du tout. Hein. Euh, Amartya Sen, qui est indien, parle aussi de certaines pratiques indiennes de démocratie qui sont restées un peu locales parce qu'elles ont été étouffées par le colonialisme, mais elles existent. Donc, il n'y a pas besoin d'importer la démocratie dans un continent qui en serait incapable. Ça, c'est le colonialisme, c'est aussi Huntington. Ils ne sont pas capables. Notre civilisation est supérieure. Hein. Donc, affirmation de la valeur universelle de la démocratie, de la non-violence. Gandhi, par exemple, sur toute la planète, dit des gens ont de bonnes raisons de la considérer comme valable. Ont de bonnes raisons de la considérer comme valable. Donc, l'universel a ici son sens philosophiquement exact, c'est l'universalisable. Encore une fois, par la discussion, qui est l'élément d'élaboration du véritable universel. Il me reste 2 points courts. Dussel toujours. Différent, mais moi aussi le groupe colonialité. Hein. Différence des épistémés, c'est-à-dire des façons de se représenter, d'analyser le monde. Hein. Mythique ou philosophique, mais toutes rationnelles. Dussel a vraiment analysé les mythes, les philosophies, et il dit tout ça, c'est rationnel. Donc, construction d'un universalisme pluriversaliste transmoderne par analogie, c'est-à-dire les concepts portent sur des réalités différentes, mais qui ont entre eux une certaine proportion et un certain mode de fonctionnement. Par exemple, la démocratie, c'est un concept pluriversaliste transmoderne. Donc, il a écrit un très bel article qui s'appelle Pour un dialogue mondial entre traditions philosophiques. Il part de l'idée qu'il y a des noyaux problématiques universels à l'humanité, le sens de la vie, la mort, etc. Et face à cela, l'humanité a toujours construit des récits rationnels, c'est-à-dire il élargit, vous voyez ici, la rationalité, il dit c'est donner des raisons ou un fondement. Donc il y a des mythes, il y a des récits symboliques qui ont des significations universelles. Il y a des discours avec des catégories philosophiques. C'est quand on est passé, disent les historiens, du fameux mythos au logos en Grèce. Hein. Mais en fait, il y a des degrés, des formes différentes de rationalité qui sont toujours l'univocité. Alors, dans le logos, on est passé à l'univocité. On définit le plus univoquement possible les termes et renoncement au sens symbolique, ce qui est aussi un appauvrissement. Mais on a peut-être gagné en rigueur. Enfin, tout ça se discute justement. Donc il y a différents récits rationnels qui sont mythiques ou logiques hein, et différentes philosophies. Autrement dit, dit Dussel, la philosophie existe dans toutes les grandes cultures de l'humanité, avec des différences de style et de développement, mais elles produisent toutes une structure catégorielle complexe qui doit être appelée philosophique. Le discours philosophique ne détruit pas le mythe. D'où une métaphilosophie produite par toute l'humanité, niveau dans lequel le discours philosophique prend en compte les noyaux problématiques fondamentaux. Nécessité d'entamer un dialogue philosophique nord-sud, sud-sud, etc., et donc une formation des philosophes à toutes les philosophies. Rappel, Appel, philosophe allemand Appel, hein, qui réfléchit au dialogue, hein, les conditions universelles de validité d'un discours argumentatif, c'est seulement de donner à l'autre, argumentant, des possibilités symétriques de participer à la discussion. C'est ce qu'on a appelé aussi le maître, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais vite, l'égalité des êtres parlants, mais la possibilité de participer à la discussion. Dernier point, ça c'est pas dans... Enfin, oui, pas tout. Sur quoi? Quel est l'objet de la discussion politique pluriverselle transmoderne? Alors, d'abord, là, la critique décoloniale dit les particularités, les épistémés, les cultures, les luttes pour la reconnaissance. Donc, regardez les différentes philosophies, les noyaux problématiques, tout ça. Mais duquel lui-même dit
Il reste un dernier sujet. Le dialogue qui peut enrichir chaque tradition philosophique devrait être réalisé par les philosophes critiques et créateurs de chaque tradition, et non pas par ceux qui répètent simplement les thèses philosophiques déjà approuvées traditionnellement. Donc, ce n'est pas une question de confronter des traditions, c'est un débat critique. Et pour être critique, les philosophes doivent assumer la problématique éthique et politique, capable de discuter de la pauvreté, capable pardon, d'exclure la pauvreté, la domination et l'exclusion d'une grande partie de la population de leurs pays respectifs, spécialement dans le Sud. Un dialogue critique philosophique suppose des philosophies critiques au sens de la théorie critique que nous, en Amérique latine, appelons philosophie de la libération. Et là, je rejoins Fischbach, qui est un philosophe marxiste actuel, assez jeune, qui a écrit Manifeste pour une philosophie sociale. Et il dit, bien sûr qu'il s'agit de discuter des rapports sociaux réels, matériels, parce que la politique, ce n'est pas des individus qui font des contrats sociaux avec des droits, d'où l'universalisme abstrait et tout ça. La politique vient de la société, vient des rapports sociaux, d'où une philosophie sociale au sens d'une philosophie de la société. Et une philosophie de la société ne peut être que critique. Elle ne peut pas encenser une société, elle ne peut pas louer ce qui se passe. Donc, il faut discuter des rapports de pouvoir, domination, rapports de force, y compris entre hommes et femmes et tout ça, mais surtout des rapports économiques, et notamment la question de la propriété. Et là, je rappelle que j'ai analysé que quand Madison a élaboré la Constitution des États-Unis, il l'a fait de manière à exclure la discussion de la propriété, qui est un droit naturel, qui est question de rapports sociaux, qui ne concerne pas la politique, pour défendre les droits de la propriété, les droits de la personne, tout ça. Il a vraiment fabriqué cette constitution pour ça. Et les historiens actuels disent, bah oui, on a éliminé toutes les discussions de la politique, donc il ne se passe rien dans la politique américaine. Et Jefferson disait déjà, en 1780-87, que la République ne peut durer que si elle dialogue que si elle est l'expression d'une société démocratique. Et une société démocratique, c'est une société qui surtout discute des rapports de propriété. Parce que, comme le disait Locke, la propriété, pour Jefferson, n'est pas un droit naturel. C'est un droit municipal que les sociétés arrangent selon ce qui leur paraît bien. Donc, c'est politique. L'organisation de la propriété, c'est politique. Et donc Jefferson, par exemple, est tout à fait contre la colonisation de l'Ouest américain. Alors, il est pour la colonisation par les Blancs, hein, ça, il est horrible là-dessus, mais il est pour la colonisation par des petits propriétaires à l'échelle du travail d'une famille, parce qu'ils sont indépendants. Alors que les grandes compagnies par capitaux, pour lui, c'est le germe de la corruption et de la féodalité. Il y aura des gens dépendants. Il y aura des gens qui sont dépendants des propriétaires capitalistes, dits des sociétés par capitaux, et donc il n'y a plus de démocratie et il n'y a plus de république. Voilà. Ben écoute, merci Annie, hein, et ça aurait été dommage que tu nous prives de tout ça, franchement. Ben, je suis contente d'avoir travaillé là-dessus. Hein. Non, mais je pense que tu as bien fait. Petite réaction? J'ai des tas de choses. Eh bien, écoute, Michel. Je peux? Ben, bien sûr. Je vais bien pour nos encore. Oui. Ça fait du bien, tu sais, de marcher en même temps. J'aurais une réaction aussi. Pas de problème. Il est prioritaire, non? C'est Pierre. Eh bien, oui, enfin, tu veux commencer, Pierre? Et pour être franc, je veux bien parce que j'ai. Tu m'as dit que tu as. On m'attend à 20h et j'ai été tellement captivé que je suis toujours pas parti. C'est ce que je vois. Vas-y, Pierre. Voilà, c'est parce que moi, je veux dire, je suis un peu un voleur de concepts et je vais dire à Annie que j'ai été vraiment très, très accroché par sa question de l'universalisme.
Et il y a une chose que je voudrais aborder, c'est comment les mouvements, les différents mouvements sont porteurs d'universalité. Je veux prendre deux exemples. Euh, Jusqu'au début ou au milieu des années 70, le mouvement communiste, mais pas seulement, je pense en France, on était très très axé sur le socialisme, c'était le partage des richesses. Et puis le MLF a introduit vigoureusement un débat sur les rapports de domination. Et ça a modifié le regard qu'on avait sur l'ensemble de la société. Donc, on ne s'est pas penché sur ce que disait le MLF parce qu'on était gentil avec les femmes, mais parce qu'il y avait une portée universelle de ce qu'elle mettait en cause. Et quand, à travers la question de l'interruption volontaire des grossesses, elles ont posé la question en disant « je veux maîtriser mon corps », elles ont posé une question aussi de l'affirmation de soi, quelle que soit sa situation dans la société. Et ça a commencé, pas suffisamment, mais à modifier le regard qu'avaient les combats politiques sur eux-mêmes. Il s'est passé quelque chose parce que le mouvement des femmes avait une dimension universelle. Si je prends par exemple aujourd'hui la question qui est posée par les projets de Darmanin et le regard sur l'émigration, on tombe très vite sur qu'est-ce qu'un peuple. Moi, je ne serai jamais africain, alors je peux dire que je vais être gentil avec les Africains et que je me penche généreusement, mais de manière un peu paternaliste, sur leur sort. Ou alors je pose la question autrement. C'est que quand on commence à fractionner un peuple, c'est comme la fission de l'atome, ça ne s'arrête pas. Et donc, je serai le prochain visé. Si j'accepte que la société telle qu'elle est aujourd'hui se fissure et qu'il y a un côté chacun pour soi, je deviendrai une cible de la même démarche. Donc j'ai un intérêt vital à l'unité du peuple tel qu'il est. Et alors, Annie a posé la question de l'homogénéité, mais c'est vrai en chimie et c'est vrai dans tous les domaines, homogène ne veut pas dire uniforme. Sinon, la question de il n'y a pas de synonyme dans la langue française. Sinon, il n'y a pas d'homogénéité. Il y a nécessité de lutter pour l'égalité parce qu'il n'y a pas d'uniformité. Et donc, les combats que mènent, par exemple, les migrants ou les deuxième ou troisième génération sont des combats qui m'importent au premier chef. C'est peut-être ça qui manquait dans la lettre de Césaire à Thorez. Parce que quand il dit « je ne veux pas être noyé », il a raison. Mais en même temps, il aurait pu revendiquer que son combat était un levier pour les combats de l'ensemble de ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière. Voilà, c'est peut-être une limite de sa Ce que par contre, Édouard Glissant a complètement intégré dans sa Absolument. démarche. Absolument. Voilà, vous m'excusez, mais comme on m'attend, Vas-y, attends. Ah oui, j'attends la réaction de la réaction. Une petite réponse. Oui, ça reste complètement vrai. Justement, je crois qu'il faut bien dire plutôt universalisable parce que quand on affirme une universalité, on choque plein de gens qui disent, mais moi, je ne suis pas dans cette universalité. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on appelle universel. Moi, je dis universalisable. Là, du coup, je suis d'accord que l'égalité des êtres humains, l'unité des peuples, tout ça, c'est des combats qui sont de valeurs universelles, qui sont universalisables. Mais en même temps, à l'heure actuelle, on ne peut pas les mener si on fait l'économie de débats avec tous ceux qu'on a inclus dans notre universel de façon, je vais le dire gentiment, cavalière, mais en fait violente et négatrice. Voilà. C'est pour ça que je parlais de dénominateur commun tout à l'heure. Oui, mais même,
Mais même, il faut faire attention parce que ça sera encore le nôtre. Il faut, enfin, voilà, je crois qu'il faut vraiment ouvrir. Hein. C'est un thème des apatistes actuellement aussi. Ils disent, bon, attention, on va inventer. Hein. On va inventer. On ne sait pas ce qui va sortir. Voilà. Michel? Alors, oui, ça a remué. Hein. Non, ça a remué parce que ce genre de questions, je me les ai posées et je me les pose toujours, mais j'imaginais pas avant ton développement que ça puisse déboucher oui, sur des choses aussi complexes. C'est Mais moi, je voudrais euh, juste poser le problème tel que je l'ai perçu. Euh, euh, alors, en fait, je l'appréhende sur le plan anthropologique, en me référant à un anthropologue qui s'appelle Louis Dumont, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord. Disons que j'ai des positions critiques vis-à-vis de lui, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans un de ses écrits, c'est quand il fait la distinction entre les sociétés. Ce n'est pas de l'individualisme méthodologique, hein, c'est au sens anthropologique du terme. Il dit qu'il y a des sociétés holistes d'un côté, des sociétés individualistes de l'autre. Bon, qu'est-ce qui caractérise la société holiste? C'est qu'elle considère que la société forme un tout indissociable et que chaque individu ne peut exister qu'en fonction de sa position dans la totalité sociale. Bon, tandis que la société individualiste, elle considère que l'individu est un être autonome et qui, en s'agrégeant avec d'autres individus, forme une société. Il explique que dans le vocabulaire, ça s'est traduit en Occident par un changement de terme pour désigner le tout social. Qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, on disait communotas, et après on est passé à societas. Et ça traduit un renversement complet de la conception de la société, de la place de l'individu dans la société. En ce qui concerne la société individualiste, il dit en gros que la plupart des sociétés sont holistes et elles établissent une distinction entre nous et les autres. Et les nous en question se considèrent comme des humains, mais des humains plus qu'humains que les autres. C'est caractéristique en anthropologie, le terme que chaque individu dans une communauté utilise pour se désigner, c'est les hommes. Les Cheyennes, par exemple, c'est des grands hommes. Ce qui veut dire que quand on n'est pas Cheyenne, on est un petit homme. En Amazonie, c'est des vrais hommes. Oui, Kanake, ça veut dire homme, Inuit, ça veut dire homme, etc. Maori, ça veut dire homme. Mais ça veut dire que les autres, ils sont peut-être considérés comme partie intégrante de l'humanité. La preuve, c'est qu'il peut y avoir des relations, j'allais dire, sexuelles entre eux, mais c'est une humanité un peu inférieure, disons. En revanche, pour Louis Dumont, la société individualiste, nous autres civilisés, nous considérons que chaque individu en lui-même est une incarnation, une représentation de l'humanité dans sa totalité. Et chaque individu est l'égal de son semblable. Bon, l'histoire montre qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Hein. C'est ça le problème. Mais le problème, alors, tu as évoqué Sieyès, l'incontournable Sieyès, il est quand même plus ou moins l'artisan de la Déclaration des droits de l'homme, me semble-t-il, et du citoyen. Le premier article, tous les hommes naissent libres et égaux, ça renvoie à la philosophie des droits naturels. Quand on a, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, quand il a été question de l'esclavage, il y avait deux approches de l'esclavage, une au XVIIIe siècle, une qui relevait de la philosophie des droits naturels, et une qui relevait de la philosophie utilitariste. Et du point de vue utilitariste, la question de l'esclavage, c'est savoir, est-ce qu'on doit maintenir l'esclavage parce que l'esclave est plus productif que le travailleur salarié ou l'inverse. Bon, c'est le critère d'efficacité. Bon, je laisse de côté.
La question, et en plus, ça m'a perdu. Il définit ça, mais quand il dit tous les hommes naissent libres et égaux, il renvoie à la philosophie des droits naturels. Mais c'est une conception bourgeoise, parce que qu'est-ce que disent les bourgeois? C'est vrai, nous sommes tous libres et égaux, mais le jeu de la société, c'est de permettre à ceux qui sont plus doués, plus travailleurs, plus etc., de s'imposer comme un peu au-dessus des autres, plus riches, avec du pouvoir et tout. Le dernier article auquel tenait particulièrement CIS, me semble-t-il, c'est le 13e, c'est la propriété, le caractère sacré de la propriété. Bon, parce que tu as écouté Jefferson, lequel Jefferson disait, pour régénérer la République américaine, il faudrait qu'il y ait un bain de sang à peu près tous les 10 ans. Quoi. Non, mais ça, c'était sur le plan des libertés. C'était pas sur la question de la propriété. Non, mais c'est pour rappeler ce... Oui, mais c'est rigolo, mais c'est pas ça qu'il disait. Alors, considérant le problème... Ah, oui, alors pour l'égalité, malgré toujours le regard critique que j'ai pour Hannah Arendt, elle rappelle que pour les Grecs, l'égalité, ce n'est pas un droit naturel, c'est un droit politique. Et je suis assez partisan de ce point de vue. Parce que je crois que c'est même Proudhon qui le disait, c'est pas vrai, on n'est pas naturel, il y en a un qui est plus fort que l'autre, Quand on parle de l'égalité, justement, on a une conception bourgeoise, l'égalité, c'est le signe égal, quoi, une quantité qui est égale à une autre. Alors que c'est une égalité en termes de droit politique. Une égalité qu'on assume en tant que citoyen. Voilà, mais c'est dans la citoyenneté que l'égalité se réalise. C'est pas simplement dans la comparaison que tu fais avec les hommes. Alors, ce problème, je crois que tu l'as évoqué, il pose la question de qu'est-ce qu'un être humain? Et qu'est-ce qui permet de dire que un Indien Givaro est tout à fait comparable à un trader américain ou à moi. Aristote disait un être parlant. Oui, mais ça a été un problème auquel l'Occident a été confronté et qui a donné lieu à la controverse de Valladolid. Oui, justement. 1950. Mais justement. Et là, c'est intéressant parce que les critères, ils ont tous été soulevés. Qu'est-ce que c'est? C'est le rire, etc. Et qui c'est qui représente la position esclavagiste? C'est Sepulveda. C'est Sepulveda, qui est aristotélicien, pas un hasard. Oui, mais enfin, il est l'inquisiteur quand même. Oui, mais il est aristotélicien. Hein, et il fait référence à l'or. Bon. Il y avait une interprétation catholique d'Aristote. Oui. Ah ben, comme non, mais comme d'autres. Il ne faut pas dire, c'est une interprétation catholique. Comme le Saint Augustin, c'est l'interprétation catholique de Platon. Non, ce n'est pas aristotélicien, c'est catholique. C'est ça. Absolument. Sepulveda, c'est catholique. Oui, il est catholique, mais il s'appuie sur. Il est thomiste aussi. Oui, mais bon, c'est pareil. Moi, le thomisme, c'est. Moi, je suis démocrate universaliste, mais on ne se cache pas. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Annie pour un dernier mot. Non, pas un dernier mot, on va pas terminer. Ah oui, j'avais encore plein de choses à poser, à mettre sur la table. Oui, bon. Alors oui, ça pose le problème. Je pense à ce que tu as parlé d'une conception abstraite, à ce que dit Claude Lévi-Strauss, et je crois que c'est dans ses entretiens avec Charbonneau. Il dit que l'erreur qu'ont commis les Occidentaux, c'est d'avoir construit une conception de l'homme d'une conception abstraite. Et il dit que ça n'existe pas. Il existe des hommes qui sont définis dans leur contexte culturel. Et à l'époque où est promulguée la Déclaration des droits de l'homme, il y a deux infâmes réactionnaires, je ne sais pas lequel des deux a dit ça, Joseph de Maistre ou comment il s'appelait l'autre? Je ne sais plus. De Bonald. Oui. Et il disait, mais moi je ne connais pas des hommes, je connais des Italiens, des Anglais, des Espagnols, etc. Moi, ma conception, c'est l'unité dans la diversité. Bon. Nous appartenons tous à l'humanité, et à la limite, je me définis surtout comme un être humain, et après ça, je ne sais pas ce que je suis.
Tout à l'heure, je faisais référence à un historien israélien qui s'appelle Shlomo Sam. Il a écrit un livre, c'est Comment j'ai renoncé à être juif. Alors qu'il est né en 45, dans 46, je crois, dans les camps où étaient regroupés les survivants de la Shoah. Il est un descendant de toute la culture yiddish. Il met un point d'honneur à garder le prénom Shlomo pour bien montrer qu'il appartient à cette culture-là, mais il ne parlera jamais de culture juive. Il parlera peut-être d'une culture israélienne, mais pas d'une culture juive, parce que pour lui, c'est une abstraction qui n'existe pas. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, mais si tu ne te définis pas comme juif, tu te définis comment? Et aussitôt que je me suis posé cette question, je me suis dit, mais toi, connard, comment tu te définirais? Et je ne sais pas. Et on est multidimensionnel. Bah, bien sûr. Heureusement. Mais, non, mais ça, c'est Malouf. Il dit identité, il y en a plein, ça veut rien dire. Alors après, j'ai dit, j'aborde la question sous l'angle anthropologique. Et si je reviens à la formule, là, il y a des Espagnols, des Italiens, etc. On fait de l'essentialisme à ce moment-là. Mais il y a quand même tout un courant de l'anthropologie qui justement construit l'idée de personnalité de base qui caractériserait chaque communauté. C'est le courant de culture et personnalité de il y a Ruth Benedict, Gardiner, je sais plus, Dupton, peut-être. Bon. Mais ce qu'ils racontent, ces anthropologues, c'est qu'il y a peut-être ce que Weber appellerait un idéal type, mais la construction de chaque individualité se fait autour de cet individual type. Il y en a, ils ne sont pas tous coulés dans le même moule. Hein. Le problème, justement, c'est comment rendre compte de cette diversité et de notre appartenance à tous à l'humanité. Ce dont je voulais parler au sujet de la question féminine. La question féminine, alors, j'ai le souvenir d'une histoire d'une femme iranienne persécutée en Iran qui a fui le régime des mollahs, est accueillie en Occident. Peut-être que c'est nous autres généreux français qui l'avons accueillie, mais elle porte le voile. Et certains lui font le reproche, mais enfin, t'es parti d'Iran justement pour pouvoir ne pas porter le voile, pourquoi tu le gardes? Elle est libre de le porter. Et ça nous renvoie en fait à la question de l'image de la femme dans le monde occidental. Je donne un autre exemple. C'est ma fille qui avait une amie qui était professeure d'art et qui avait fait réfléchir ses élèves sur deux publicités pour un produit de beauté destiné aux femmes. Oui. Comment? Oui, c'est connu. Ah oui, c'est connu. Alors, connu. La même femme sur les magazines occidentaux est carrément nue pour vanter un parfum. Et dans les produits, dans les publications destinées aux Marocains, aux Marocaines, elle a une djellaba. Et j'étais là quand elle expliquait, elle disait, ben, vous voyez là, c'est dans un autre contexte, et ce qu'on valorise dans le monde musulman, c'est la femme en tant que la mère. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne leur as pas expliqué pourquoi dans notre civilisation, il faut qu'elle soit à poil pour vendre des parfums? Il y a quand même une image dégradée de la femme dans notre civilisation, prétend que la femme est égale de l'homme. Bon. Tu réponds, mais très vite. Non, mais c'est pas pour t'obliger, mais parce que sinon on va se faire virer et ça mettrait en difficulté, je dirais, la possibilité de. Je voulais quand même dire, attention, je suis d'accord, mais là on ressort quand même un universalisme Dumont. Hein. Je veux dire, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de choses fausses chez Dumont. Parce que l'individu libre, autonome, qui entre en communication avec les autres et tout ça, c'est une fiction.
C'est une fiction je suis absolument occidentale. d'accord avec toi, Ça hein. n'existe pas. Donc, il faut bien... C'est la fiction de notre... C'est notre fiction, ok. Donc, il faut quand même bien regarder. Justement, comment dire, l'unité des êtres humains, elle a été complètement niée par le colonialisme, par les génocides, par les violences monstrueuses qu'on a faites. Donc, il faut quand même regarder les choses en face. Qu'est-ce qu'un être humain? Heureusement qu'il y avait Bartholomé de Las Casas qui a dit des choses qui ne nous font pas honte, parce que pour tout le reste, on est super mal quand même. Voilà, après, qu'il y ait des réactionnaires qui se soient emparés de l'abstraction des droits humains pour les critiquer, certes, mais ça n'invalide pas leur critique. La critique est quand même intéressante et importante. Il faut quand même lui faire sa place et y réfléchir d'un point de vue qui n'est pas forcément réactionnaire, et donc qui est au contraire ouvert. Et donc, bah voilà, les femmes, qu'est-ce que les femmes? Je crois qu'actuellement, on n'est pas dans une phase où on peut dire la libération des femmes, c'est pas de voile, pas être à poil. On ne peut pas dire tout ça. On n'en sait rien. On est obligé, moi, je pense, hein, vraiment, de discuter sérieusement. Sérieusement, et sans s'invectiver, et sans se critiquer, et sans dire vous nous stigmatisez, gna gna, vous nous trahissez, patati, patata. Ça, c'est vraiment pénible, hein, mais on est dans un état d'exacerbation. Voilà, le droit des individus à s'extraire de sa communauté, bien sûr, c'est intéressant, mais les communautés humaines, ben, elles existent. Et elles ont été largement bafouées, niées, détruites par la civilisation occidentale. Merci beaucoup, Annie, pour ta contribution. Et la discussion et le travail va se poursuivre, d'autant que